Mais qu'est-ce qui se passe au Japon? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Dans toutes mes vidéos sur la délinquance au Japon ou alors sur les Yakuza, je conclus souvent sur le fait que les Yakuza sont très affaiblis. Ils ne représentent plus réellement aujourd'hui un trouble à l'ordre public. Pourtant, il faut comprendre que les Yakuza agissaient comme un sceau qui retenait une menace peut-être pire encore. Ils mataient ou intégraient la petite délinquance à leur service, pour qu'elle ne puisse pas s'installer durablement sur le territoire nippon. Parce que ces petites racailles, elles ne plaisent pas, elles peuvent détruire des business et personne n'a envie de perdre de l'argent. Mais aujourd'hui, cette petite délinquance, elle s'organise. Chaque jour qui passe, elle se professionnalise. N'ayons pas peur des mots, les Yakuza ont aujourd'hui peur de ces clans qui se sont nouvellement formés. On les appelle les Hangure. Pourtant, tout ça n'empêche pas le Japon de nous sortir des statistiques comme quoi la criminalité n'a jamais été aussi basse depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais attention, c'est une statistique basée sur les crimes reportés à la police. Est-ce que les chiffres sont biaisés? Totalement. Parce que quand t'as un ancien Premier ministre qui vient de se faire abattre en pleine place publique, j'ai envie de dire que c'est pas le moment de se la ramener. La fin des Yakuza. 24 août 2021, il y a un peu plus d'un an. Nous sommes au tribunal de Fukuoka pour le jugement de monsieur Satoru Nomura. Il s'agit de l'Oyabun, du numéro 1 du clan Kudo. Le Kudo-Kai, pour vous faire une idée, c'est le 5e clan Yakuza le plus puissant de tout le Japon. Il domine sans concurrence la région du Kyushu avec environ 580 membres. Mais aujourd'hui dans la salle, les Yakuza qui l'accompagnent ne bombent pas le torse. Des rumeurs circulent et ils savent que la décision de justice qui va être rendue sera sévère. Très sévère. Une condamnation à mort. Un lourd silence s'impose après la déclaration du juge. Les hommes et les femmes dans le tribunal mettent un certain temps avant de se rendre compte de la gravité de la sentence qui vient d'être prononcée. Cette condamnation est historique. Ce sont les mots de Jake Edelstein, un reporter bien connu sur les affaires criminelles concernant les Yakuza. Alors pour que lui trouve ça historique, laissez-moi vous expliquer en quoi cette décision de justice est vraiment inédite. Ce qui est choquant, ce n'est pas la peine de mort en elle-même, elle existe au Japon et est même appliquée. Rien qu'en 2018, c'est 15 personnes qui ont été exécutées sur le territoire nippon. Ce qui est choquant ici, c'est que pour la première fois, c'est un chef de clan Yakuza qui est condamné à mort. Ça n'est tout bonnement jamais arrivé. Premièrement à cause de toutes les connexions et de la corruption qu'il y avait ou qu'il y a, mais aussi parce qu'il faut un juge avec un courage immense pour prononcer une telle sentence. Et je vous avoue que la réaction du chef de clan ne se fera pas attendre. Vous le regretterez amèrement de m'avoir condamné à la potence. Immédiatement, Satoru Nomura, fou de rage, menace le juge. Le juge a été placé sous sécurité renforcée ainsi que tous les magistrats présents dans la salle à ce moment-là, et je vous avoue que comme Satoru Nomura a fait appel de la décision, eh bien cette sécurité renforcée est toujours en vigueur aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, cette condamnation, c'est le reflet de la dégringolade des Yakuza. Il y a une trentaine d'années, ne serait-ce que imaginer un chef de clan Yakuza sur le banc des accusés, c'était inimaginable. Alors, prononcer une condamnation à mort, vous imaginez le choc. Et toute cette évolution, c'est grâce aux lois anti-gang. Ça les empêche de tenir des comptes en banque, ils ont pour obligation d'être des structures déclarées auprès de l'État et de recenser leurs membres en tant que Yakuza. Ah, je vous le dis, l'âge d'or ou même l'âge d'argent est bien loin derrière nous. De nos jours, même les chefs de clans puissants comme le Yamaguchi-gumi font des allers-retours permanents entre chez eux et la prison. Je vous jure, ils ont à peine le temps de purger leur peine en prison qu'ils retournent immédiatement dedans. Ça en devient presque comique parce que ce n'est même pas le chef de clan qui organise les coups en fait. Et là, faut que je vous explique pourquoi c'est lui qui prend. Avant, lorsqu'un Yakuza commettait du grabuge ou se faisait pincer pour des actes illégaux, le clan choisissait un membre qui allait lui-même se dénoncer à la police. Il se dénonce et il endosse toutes les responsabilités des actes illégaux. Il se fait donc juger et emprisonner, et à sa sortie de prison, il est même récompensé par une coquette somme par le clan. Ce système fonctionnait très bien avec le tabou du cerisier où la police avait un coupable, les médias transmettaient la version des faits de la police, et ça calmait l'opinion publique. Mais ça malheureusement pour eux, c'était avant, parce qu'avec les lois anti-gang, la fin du tabou du cerisier et l'effondrement de la popularité des Yakuza chez les Japonais, eh bien ce n'est plus aussi simple. Automatiquement, c'est le chef de clan qui va endosser la responsabilité auprès de la justice. Et ça, même s'il n'y a aucune preuve d'une quelconque liaison entre le sous-fifre et le chef Yakuza. Oui, encore une fois, la justice au Japon, c'est bien étrange, aucune preuve, mais ça passe. En gros, l'homme qui a commis des bêtises, il fait partie de ton clan, donc c'est le chef de clan qui prend un point, c'est tout. Ce qui fait que, assez systématiquement, les Yakuza sont privés de leur tête, et peu à peu, ils dépérissent. Mais du coup, on peut se réjouir, la corruption c'est terminé, la police et la justice font leur travail, les Yakuza c'est de l'histoire ancienne. Un prof d'histoire qui m'a particulièrement marqué m'a dit un jour que, dans l'histoire, résoudre un problème, c'est extrêmement difficile. Et la majeure partie du temps,
on ne fait que déplacer le problème. Et autant vous dire que dans notre situation, il a eu parfaitement raison. Parce que si la justice japonaise tape fort sur les Yakuza, c'est parce qu'elle ne peut pas taper ailleurs. Il y a une forme de délinquance qui reste encore intouchable au Japon. Elle s'appelle les hangure. Les hangure. C'est le nouveau problème de la police japonaise et ça a commencé au début des années 2000. Pour l'étymologie du mot hangure, eh bien han ça veut dire moitié et gureru signifie se conduire en délinquant. Mais en fait c'est assez réducteur parce que ces délinquants comme on dit, eh bien ce sont devenus de grands truands maintenant, au même titre que les grands yakuza. Mais alors d'où viennent-ils? Pourquoi ils arrivent aussi tard? Et surtout dans un contexte où les lois anti-gang ont été votées pour stopper les Yakuza? Eh bien la vérité, qui ne fait pas plaisir du tout à entendre, c'est que c'est à cause de ces lois anti-gang qui restreignent les Yakuza que les hangure ont émergé. En fait, les personnes qui veulent intégrer ou qui n'ont pas d'autre choix que d'intégrer des business illégaux comprennent qu'il ne faut pas rejoindre les Yakuza. Il y a objectivement beaucoup trop de désavantages. Impossibilité de créer un compte en banque, impossibilité aussi d'avoir une carte bleue, pas le droit de se regrouper à plus de 5 dans la rue, un flicage absolument permanent et sans oublier la justice extrêmement sévère. Donc simplement des malfrats se sont dit, si on faisait tout comme les Yakuza, mais qu'on se revendiquait pas en tant que tel. Et bien par ce simple mais si simple biais, ils ne sont pas concernés par les lois anti-gang. Ce qui fait qu'ils ont tous les avantages d'un clan sans avoir les désavantages des Yakuza. C'est quand même assez horrible de se dire que la loi japonaise est tellement précise que si tu ne te revendiques pas Yakuza, eh bien tu ne rentres pas dans le cadre de cette loi. Comment ils n'avaient pas prévu ça? C'est incroyable. Et le pire, c'est que les Yakuza et les hangure, ce sont des vases communicants. Plus les Yakuza s'affaiblissent, plus les hangure gagnent en puissance. Et je vous avoue que certaines voix commencent à dire même l'impensable, c'est-à-dire qu'ils disent que quitte à avoir de la criminalité, eh bien ils préféraient quand c'était les Yakuza qui s'en chargeaient. Effectivement, ils n'ont pas totalement tort parce que les hangure sont plus violents, plus volatiles, moins prévisibles, n'ont aucun code d'honneur et surtout n'ont aucune histoire, ou presque aucune histoire. Mais surtout, encore une fois, ils ne sont pas répertoriés à la police. Ce qui fait que là où les Yakuza ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont tous référencés et s'ils font des bêtises, c'est le chef de clan qui prend, et bien là, les hangure n'hésitent pas à tuer des civils, parce qu'ils ne craignent rien. De plus, comme il n'y a pas de hiérarchie claire au sein des hangure, ça rend la capture des chefs ou pseudo-chefs de clan beaucoup plus difficile. Surtout que même si on les capture, ils sont très facilement remplaçables. Pour ce qui est de leurs activités, c'est majoritairement du chantage ou de la protection en l'échange d'une somme d'argent. Et aussi ce sont des spécialistes et même les inventeurs de la plus grosse arnaque connue au Japon. J'en ai déjà parlé, ça s'appelle la Ole Ole Sagi et traduit littéralement ça donnerait « c'est moi, c'est moi ». Le concept c'est de répéter continuellement au téléphone « mais si, c'est moi, tu sais pas qui c'est, mais c'est moi !» Jusqu'à ce que l'interlocuteur ciblé, c'est-à-dire généralement une personne âgée, réponde « oh, tu es mon fils ou mon petit-fils ?» L'arnaqueur répond alors « oui, c'est moi, enfin tu m'as reconnu » et il commence à raconter une histoire. Ils inventent généralement une histoire où ils viennent d'avoir un accident avec une voiture d'un Yakuza et ils sont vraiment pas contents et donc s'ils ne donnent pas immédiatement 2 millions de yens, eh bien ils vont lui casser la gueule. Forcément la personne au téléphone ne va pas abandonner ce qu'elle pense être son petit-fils et donc va verser cette somme d'argent. Je vous avoue, j'aime beaucoup comment ils arrivent à faire porter le chapeau aux Yakuza, même dans l'invention de leur histoire. Et cette arnaque a récolté un pognon au Japon, mais vous n'imaginez même pas à quel point. On parle pas de millions d'euros, non c'est dizaines, voire même centaines de millions d'euros. Mais bon, assez de parler de leurs activités, il faut maintenant que je vous parle des différents clans. Et parmi tous les clans hangure qui existent, il y en a un qui sort du lot. Le dragon chinois. Une baston de 100 personnes dans un restaurant de luxe et un seul nom de clan hangure en ressort, Chinese Dragon. Oui, je suis d'accord, c'est très cliché, mais le nom est bel et bien réel. Ce nom commence à se répandre comme une traînée de poudre ces dernières années, mais en ce moment, plus que jamais, ils font parler d'eux. Pourquoi? Eh bien c'est parce que dans les clans hangure d'habitude, il y a une ramification linéaire très brouillonne. Ça veut dire qu'il y a des senpai par ancienneté, mais tous sont regroupés sous forme de petits groupes qui ensemble forment le clan, mais il n'y a pas de hiérarchie très claire. Sauf que d'après les dernières informations, Chinese Dragon, pour devenir un clan plus puissant, essaye de se construire sous forme pyramidale. Ce qui veut dire qu'il faut élire un chef, et les petits groupes dont je vous parlais pour les hangure, eh bien à l'échelle d'un clan comme Chinese Dragon, ce sont des factions entières. Et fatalement pour décider qui sera le chef parmi les chefs, il y a des frictions. C'est pour ça qu'il y a eu cette baston dans le restaurant Sunshine 60. Un membre venait de sortir de prison et il y avait une fête en son honneur, sauf que son existence ne plaisait pas à une autre faction, qui s'est alors invité à la fête et qui a fait du grabuge. Ah, les Chinois qui viennent foutre le bordel au Japon, ça c'est clairement pas quelque chose qui va améliorer leur image, mais ça va beaucoup plaire à l'extrême droite japonaise. Parce que si vous n'êtes pas au courant, japonais, coréens, chinois, si pour vous tout ça c'est un peu la même chose, autant vous dire que entre eux, les gouvernements et même les peuples se détestent. Et je vous jure qu'ils se détestent à un point que vous n'imaginez peut-être même pas.
Ça, c'est une affiche devant un restaurant en Chine au début de la pandémie. C'est écrit que l'infection au Japon continue pour longtemps. Ah, voilà, ça vous montre à peu près le niveau. Et les Japonais aussi, bien sûr, parce qu'entre les crimes de guerre non assumés et le racisme décomplexé qu'ils ont à l'égard des Chinois, c'est clairement pas des exemples à suivre. Mais dans le cas du clan hangulais Chinese Dragon, eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, si je m'étais arrêté là dans mes recherches, j'aurais dit que Chinese Dragon, c'est un clan chinois qui vient foutre la merde au Japon, mais c'est beaucoup plus subtil que ça en fait. La majorité des clans hangulais puisent leurs origines dans des clans de motards, des Bosozoku, voilà, des années 80-90. Mais ce n'est pas vraiment le cas du clan Chinese Dragon. Mais du coup, est-ce que vous me croyez si je vous dis que l'organisation criminelle la plus crainte de nos jours au Japon s'est en réalité formée dans un collège japonais? Oui, vous me croyez. Les origines du dragon. Tout commence en 1936 en Mandchourie, qui est aujourd'hui une région chinoise. Oui, on n'est absolument pas encore dans un collège japonais, mais soyez attentifs. En cette période, le Japon avait colonisé ce territoire. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on colonise un territoire? Eh bien, on y envoie des colons. 320 000 Japonais sont envoyés en Mandchourie dans les années 1930. Ils s'installent, ils se mettent bien, sauf que en 1945, à la fin de la guerre, l'Union soviétique attaque la Mandchourie sans prévenir. Le Japon perd alors sa souveraineté sur ce territoire et il faut rapatrier des hordes de Japonais sur le sol nippon. Les femmes et les enfants d'abord! Non. Non, pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Le pays a besoin d'hommes, de soldats pour finir la guerre. Ce sont donc les maris et les hommes célibataires qui sont choisis en priorité pour revenir sur le territoire nippon. Bon, il y a quand même pas mal de familles qui arrivent à rester ensemble et donc retourner au Japon. Beaucoup, vraiment beaucoup, mais pas toutes. Il faut comprendre qu'à ce moment, c'est la panique absolue. Des Japonais sont capturés par les forces soviétiques, d'autres meurent de froid ou de faim. Et parmi les Japonais qui ont été séparés durant l'évacuation, il y a aussi des nourrissons. La plupart ont été adoptés par des Chinois en tant qu'orphelins restants. Dans le même temps, certaines Japonaises ont épousé des maris chinois et sont considérées comme femmes restantes. Ces Japonais qui sont restés en Mandchourie, ou plutôt qui ont été abandonnés en Mandchourie, on les appelle les Hanryū. Ces Japonais, ils vont longtemps être oubliés par le Japon. Pour certains, ils vont même être déclarés morts pour que ça soit plus arrangeant. Mais les choses se distillant très lentement, une campagne de rapatriement est enfin organisée 40 ans plus tard. Les Hanryū sont rapatriés sur le territoire japonais et aussi leurs enfants. On parle alors de Hanryū de deuxième génération. Et ce sont eux qui vont nous intéresser, les Hanryū de deuxième génération. Parce que ce sont des enfants japonais ou métis sino-japonais, mais ils ne connaissent absolument rien du Japon. Les plus chanceux ont appris quelques bribes de la langue par leurs parents, mais c'est tout. La grande majorité parle chinois, vivent comme des Chinois, mais ils ont du sang japonais. Vous imaginez bien que ça va créer des tensions, et ça nous amène à l'année 1988. 1988. Nous sommes à Kasai, dans Tokyo, et pour la petite anecdote, ce n'est pas très loin de chez moi. Là-bas, il y a un établissement, le Tokiwa-ryo, qui est chargé d'accueillir les Hanryū laissés en Chine. L'établissement est aussi chargé de scolariser les plus jeunes Hanryū de deuxième génération. Les appels s'enchaînent et pourtant tous les directeurs d'école trouvent le même genre d'excuses. Et même certains directeurs plus honnêtes que d'autres ne s'en cachent pas, ils disent que effectivement accueillir pour eux des élèves qui ne parlent même pas japonais, ça ferait chuter leurs statistiques d'admission. D'autres estiment qu'intégrer ces enfants, eh bien ce serait un danger pour la stabilité émotionnelle des autres élèves. On va pas se le cacher, ils sont clairement vus comme des boulets. Et parmi les boulets, il y en a un qui va nous intéresser, il s'appelle Wang Nam. Il est arrivé à l'âge de 14 ans en suivant son père chinois et sa belle-mère Hanryū. Et pour lui, le Japon, et surtout le collège dans lequel ils ont réussi à le mettre, c'est un enfer. Tous les jours, c'est la même chose. Il doit se battre pour survivre. Dû à son mauvais japonais, il est harcelé à l'école par ses autres camarades. Et je parle de brimades violentes, avec des coups de pied, même à terre, des insultes. Et parce qu'à cet âge, il n'y a absolument aucun filtre. Mais son cas n'est pas isolé, il se rend compte que tous les Hanryū de deuxième génération dans son centre subissent exactement la même chose. Au total dans le refuge, ils sont 12. Ce ne sont que des adolescents, mais ils se disent qu'ensemble, en se protégeant les uns les autres, ils seront plus forts. Et c'est dans cet esprit d'autodéfense, d'entraide, de protection, qu'à leur insu, ces ados créent le clan criminel le plus dangereux du Japon actuel. Chinese Dragon, qui se prononce encore à la japonaise, Dragon. Et pour tout vous dire, la construction de ce mot est une véritable pépite de signification. Le dos de Dragon fait référence à la colère qui éclate contre l'harcèlement des japonais. Ra fait référence à une figure bouddhiste qui vainc de puissants ennemis. Et enfin, Gong fait référence à la sauvegarde de ses propres droits.
La combinaison signifiait alors transformer votre colère envers les Japonais en pouvoir afin de les renverser pour obtenir vos propres droits. Et donc combinés ensemble, ça forme le mot Dragon. Je trouve ça absolument fabuleux. Wang Nam, au départ, voulait juste pouvoir s'intégrer au mieux dans son collège japonais. Et il devient, malgré lui, l'homme qui a créé les Hangul. Parce qu'un an seulement après la création du clan Dragon, eh bien un événement va le traumatiser. 28 mai 1989, l'incident de Ieyasu. En seulement une année d'activité, le jeune Wang Nam s'est rendu compte que la force brute, eh bien ça sert aussi bien à protéger que à se faire de l'argent. De l'argent sale certes, mais de l'argent quand même. Et donc forcément pour obtenir cet argent sale, les fréquentations de Wang Nam se détériorent. Je vous avoue que les problèmes d'harcèlement au collège ou plutôt au lycée maintenant, c'est vraiment de l'histoire ancienne. Surtout qu'en plus son groupe Chinese Dragon s'étend de plus en plus et devient de plus en plus gros chaque jour. Mais en ce dimanche 28 mai comme je vous l'ai dit, avec 3 autres membres, il n'est pas du tout question de ça. Ils emmènent 3 filles sur leur moto pour aller jouer dans une salle de bowling. Très clairement, ils sont partis flirter au bowling. Cependant, en arrivant, gros problème. Il semblerait qu'un comité d'accueil ait été mobilisé. 50 hommes sur des motos les encerclent. Ils ont dans leurs mains des battes de baseball ou des barres en fer. En un coup d'œil, Wang Nam comprend à qui il a affaire. Il s'agit du groupe de Bosozoku Ishikawa Ghost. Ce sont des délinquants qui sont pour la plupart encore au lycée et qui se la coulent douce sur des motos tunées. Mais ne vous faites pas avoir, ça a beau être des ados, ils côtoient la violence tous les jours. La tension grimpe. Wang Nam essaie de trouver une solution pour sortir de ce pétrin. Il ne peut pas se permettre de se battre. Il y a 3 filles à ses côtés qui n'ont rien demandé et qui sont terrorisées devant ce spectacle. Un des hommes qui était avec Wang Nam sort un couteau et crie pour se donner du courage. Il fonce dans le tas, les adversaires répliquent. Wang Nam se lance aussi, c'est la baston générale. Mais heureusement, ça ne dure que quelques secondes. Très rapidement, la police arrive sur les lieux. Le voisinage a été alerté par les bruits des motos et ont directement appelé la police. C'est fini, Wang Nam et ses amis sont à terre et ont essuyé de sévères coups. Mais les Bosozoku de Ishikawa Ghost aussi. La majorité se sont enfuis en entendant les sirènes de police, mais certains sont encore à terre, haletant comme des buffles. Pendant que la police est en train de leur passer les bracelets, Wang Nam remarque qu'un des Bosozoku ne se relève pas. Le sang coule abondamment depuis ses plaies et il ne s'arrête pas. La légitime défense est refusée par le juge. 50 motards contre 4 garçons et 3 filles, et la légitime défense n'est pas accordée. Essayez juste un instant d'imaginer le choc pour Wang Nam. C'était une embuscade, un guet-apens, appelez ça comme vous voulez, 50 contre 7, pas de légitime défense. Indéniablement, le fait que l'alcoolique de Wang Nam était un lieu n'a pas joué en sa faveur durant le jugement. Le jeune adolescent comprend ce que ça veut dire, et ce soir-là, il va décider de faire sombrer son clan dans la violence la plus absolue. Au fond de lui, il sent comme une trahison. Il se sent abandonné par le Japon tout comme ses parents l'ont été avant lui. Il méprise cette terre d'accueil qui n'est rien de plus qu'un enfer pour les siens. Vous imaginez être forcé de quitter votre terre natale pour aller dans un endroit où personne ne vous accepte et tout le monde vous méprise. Sincèrement, j'ose à peine imaginer sa rage. Alors il se dit que si la justice ne protège pas les lieux, c'est par la terreur qu'il fera en sorte que les siens soient respectés. Et ça, même s'il doit se mettre à dos les forces de l'ordre. La haine des autres. Wang Nam s'est transformé en véritable monstre. Avec son clan, ils attaquent carrément de front un commissariat de police. Et ils n'hésitent pas non plus à lancer des cocktails Molotov sur les voitures des policiers. La police de l'époque, vous imaginez bien qu'elle est complètement dépassée par les événements. Elle n'arrive pas du tout à gérer ces groupes de délinquants, mais même parmi tous ces groupes, le clan Chinese Dragon est clairement un cran au-dessus. Je veux dire quand même des cocktails Molotov et des attaques sur des commissariats. Est-ce que vous vous rendez compte quand même du niveau? Mais un an à peine après l'incident de Ieyasu qui a traumatisé Wang Nam, c'est un autre incident qui va voir le jour. Un groupe local de la pègre, des Yakuza, viennent de tabasser un petit vieux qui mangeait dans le même restaurant qu'eux. Décidément, les restaurants, c'est un lieu bien dangereux au Japon. L'origine de la dispute n'est pas très claire, mais ce qui est certain, c'est que la personne âgée ne se remettra pas de ses blessures. À ce moment, les Yakuza sont bien loin d'imaginer qu'est-ce qui va leur arriver, parce que, manque de bol, la personne qu'ils viennent de tabasser, c'est un honnête travailleur, mais surtout, un zanryu de première génération. Et vous imaginez bien ce qui va se passer lorsque Wang Nam va apprendre la nouvelle. Évidemment, après les forces de l'ordre, la colère de Wang Nam va se répandre sur les Yakuza. Ils brandissent le drapeau rouge à 5 étoiles, avec Chinese Dragon écrit dessus, ils saccagent les bureaux des Yakuza, plantent des hommes et découpent des oreilles des membres du clan ennemi. Pour vous dire, même les Yakuza commencent à trop entendre parler d'eux et ils en ont peur. Méfiez-vous du dragon chinois, il n'hésite pas à trancher.
Les coups de couteau, c'est réellement une signature de ce clan. Ils n'hésitent vraiment pas à planter au moindre truc. À tel point qu'ils se font appeler le Hocho Gundam. Traduit littéralement, ça donnerait le bataillon des hachoirs. Et c'est dans ce climat de violence extrême que le clan Chinese Dragon avale les clans de Bosozoku Enemy et provoque toujours autant la police. Le clan grossit toujours plus, jusqu'à atteindre son apogée, 3000 membres. 3000 individus baignant tous les jours dans la violence la plus extrême. Faut bien que vous compreniez la différence entre par exemple 3000 membres d'un clan Yakuza, qui font du business, qui font des activités, qui peuvent se battre parfois, mais c'est pas leur fonction première de se battre. Alors que là, les 3000 membres, ils sont là pour se castagner tous les jours. Et bien sûr, notre cher Wang Nam ne fait pas exception. Il commet des atrocités, il est d'ailleurs très connu pour avoir tranché le bras d'un Yakuza avec un couteau, mais en l'an 2000, la justice finit par le rattraper. Il est condamné alors à 13 ans de prison ferme, mais ce n'est pas très grave finalement pour le clan. Il a beau être un des fondateurs, le clan Chinese Dragon n'a plus besoin de lui et vole très bien de ses propres ailes. Le renversement des puissants. Fin des années 90, le clan Chinese Dragon s'est bien implanté sur les terres des Yakuza en plein Kabukicho. Ils gèrent des business très similaires et le nombre d'assassinats ne diminue pas. Ils sont même d'ailleurs au sein de la pègre très critiqués pour ça. Ils arrachent la vie beaucoup trop facilement. Vraiment, le coût d'une vie pour eux, ça vaut pas très cher. Et ça va se confirmer encore plus avec l'incident de l'épée du dragon bleu. En août 1994, dans un restaurant, on retrouve le gérant et ses employés découpés en morceaux. Cet événement marquera bien les Japonais pour le coup et insufflera la peur des clans chinois au sein de la population japonaise. Et je pense que vous l'avez remarqué depuis un moment, mais maintenant il n'est plus du tout question d'acceptation ou d'intégration des Hangyeu dans la société japonaise. Et pourtant c'est toujours un problème parce que même s'il y en a qui arrivent à faire des études, eh bien ils n'arrivent pas à trouver de travail correct, dû au fait que ce soit des Hangyeu. Ils se dirigent donc dans des activités illégales comme des arnaques ou de la prostitution. Mais en fait, ceux qui s'enrichissent sur leur dos et qui les introduisent à ce genre de business, c'est le clan Chinese Dragon. Ils exploitent donc la misère des Hangyeu et ce ne sont clairement pas eux qui vont militer maintenant pour leurs droits. Le clan commence aussi à faire des petits, il y a différents groupes de Hangule qui se forment qui veulent faire comme les plus grands. Mais malgré tout ça, le clan Chinese Dragon, même s'il est très violent et assez fort, il n'arrive clairement pas à la cheville des gros clans Yakuza comme le Yamagochi-gumi. On peut le dire clairement, mais les Yakuza empêchent le dragon chinois de grandir davantage. Mais ça, vous le comprenez, c'était avant. Parce qu'avec les lois anti-gang, les Yakuza se sont affaiblis et le dragon s'est rebellé. Décembre 2011, un cadre de Chinese Dragon est arrêté pour avoir poignardé 2 hommes avec un couteau. Mars 2012, le département de police du Kasai a arrêté Tsuyoshi Kato, membre de Chinese Dragon, pour avoir battu le garde qui l'avait empêché d'entrer dans un magasin. Décembre 2012, la division criminelle du département de la police métropolitaine a arrêté 4 anciens membres de Chinese Dragon qui avaient attaqué une vingtaine de Yakuza en décembre 2011. Et comme ça, nous arrivons enfin à 2013, l'année où Wang Nam est libéré. Lorsqu'il sort de prison, je vous avoue, Wang Nam, ce n'est plus du tout le même homme. 13 ans, c'est long, et ça change un homme, et durant son incarcération, il a eu ce qu'il appelle un éveil. Il se retire du crime et monte des associations pour donner des livres aux prisonniers et aider des sans-abri. En fait, il se reconnecte aux premières intentions qu'il avait lorsqu'il a créé le clan Chinese Dragon. Il écrit d'ailleurs lui-même un livre pour expliquer au monde, en fait, quelles étaient ses intentions quand il a créé le clan. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai autant d'informations là-dessus. Malheureusement pour le clan, c'est bien trop tard, il n'est plus du tout entre ses mains. La machine est lancée, bien lancée même, et Wang Nam, malgré lui, reste l'homme qui a créé les Hangule. Et c'est comme ça que chronologiquement on arrive peu à peu à de nos jours, et on voit que avec la faiblesse des Yakuza, le dragon s'est clairement envolé. Il monte en puissance chaque jour, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'un chef se détache du groupe. Et qui sait quel genre de décision ce chef prendra? A titre personnel, je suis sûr qu'on n'a pas du tout fini d'entendre parler des Hangule ou de Chinese Dragon. Et ça bien sûr tant que la police ou les politiques ne feront rien pour arrêter expressément leurs activités. Et pour ce faire, combien d'années ça va prendre? Parce que, en fait, je suis intimement convaincu que certains partis politiques d'extrême droite sont bien contents finalement que cette menace existe. Ils se nourrissent de ça et ça leur permet de désigner un coupable clair et facile, les Chinois. Et malheureusement, beaucoup de personnes sur l'archipel font le raccourci sans savoir qu'à la toute base, ce sont des Japonais qui ont été abandonnés par leur pays.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vraiment la criminalité, la délinquance au Japon, mais c'est toujours incroyable à étudier. Je sentais que j'avais besoin de faire un update depuis la fin des Yakuza avec cette montée en puissance de ce clan en particulier de Chinese Dragon, et de découvrir les origines où justement ce sont des Japonais qui ont été abandonnés, c'est vraiment trop intéressant historiquement. En plus de voir qu'à la base c'était juste un groupe d'ados en fait qui voulaient se protéger entre eux, on dirait vraiment le scénario d'un manga. J'espère que j'aurai vraiment réussi à vous retranscrire cette passion. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.